Bonjour à toutes et à tous. Je suis Véronique Etienne, attachée de presse au CNRS, et je suis ravie de vous accueillir à cette conférence de presse. Vous avez sur la droite de votre écran un espace pour poser vos questions que nous prendrons à la fin des interventions, mais que vous pouvez commencer à poser au fil de l'eau en précisant, s'il vous plaît, votre média. Je précise aussi que cette conférence de presse est enregistrée et que vous pourrez retrouver l'enregistrement un peu plus tard dans la journée sur notre espace presse. Nous allons commencer cette conférence de presse avec Marie Gaille, directrice adjointe scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, qui est coordinatrice de la plateforme SHS Santé, qui nous parlera de la manière dont les sciences humaines et sociales se sont mobilisées face à cette crise. Puis Luc Berlivet, politiste et historien de la santé publique au CNRS, membre du CERMES 3, Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société, abordera l'élaboration des savoirs dans la pandémie de Covid-19. Stéphanie Ruffy, philosophe à l'ENSPSL, membre du laboratoire République des Savoirs et directrice de l'Office français d'intégrité scientifique, l'Office, parlera de l'intégrité scientifique à l'épreuve de la science urgente. Stéphanie Hennette-Vaucher, ensuite, juriste à l'Université Paris-Nanterre et membre du Centre de théorie et d'analyse du droit, présentera ce qu'elle appelle l'acte 2 de l'état d'urgence face à la pandémie. Et enfin, nous finirons par Romain Pasquier, politiste au CNRS, membre du laboratoire AREN, qui interviendra sur le thème « Jupiter à nu, la République décentralisée à l'épreuve de la crise sanitaire ». Alors, pour commencer, je vais laisser la parole à Marie Gaille et j'invite les autres intervenants à regagner le public pour le moment. On vous fera remonter à l'écran au fur et à mesure des interventions. À tout à l'heure. Marie, donc, la parole est à vous. Bonjour, merci Véronique, bonjour à toutes et à tous. Alors en quelques mots, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le contexte dans lequel le colloque s'inscrit, un contexte institutionnel et scientifique. Le colloque a été imaginé et conçu dans le cadre d'une plateforme de recherche en sciences humaines et sociales de la santé qui a été créée l'an dernier grâce à un financement dédié du ministère de la Recherche et qui est pilotée par le CNRS. Alors, cette plateforme de recherche en sciences humaines et sociales de la santé, elle a plusieurs objectifs. Le premier est celui d'élaborer des connaissances scientifiques dans ce domaine, donc les sciences humaines et sociales de la santé, autour de 3 thématiques clés qui ont été déterminées en fonction des forces scientifiques en présence là où nous avons positionné la plateforme et aussi en complémentarité avec des recherches et des structures déjà existantes. Alors, ces 3 thématiques, ce sont les suivantes. D'une part, l'engagement des patients et du public dans l'organisation des services de soins, l'élaboration des politiques publiques et la recherche. D'autre part, les effets sur la santé humaine des transitions de type démographique et des mutations de type environnemental ou climatique. Et une troisième thématique qui est l'analyse de la décision publique et de ses acteurs à différentes échelles du territoire national et en particulier au regard de la question des inégalités de santé. Alors, c'est dans le contexte de la seconde thématique, l'effet des transitions de type démographique et des mutations structurelles, environnementales, climatiques sur la santé humaine, que ce colloque s'inscrit et de façon plus générale, avant de revenir à ce colloque, il s'inscrit dans un contexte de forte mobilisation de la communauté de recherche en sciences humaines et sociales et du CNRS avec l'initiative de coordination sur les crises sanitaires et environnementales, le rapport de recherche sur les sciences humaines face à la pandémie et à sa gestion, qui est disponible en ligne sur le site de la coordination, qui est à paraître en anglais et dont sera issu un ouvrage qui paraîtra à CNRS Éditions en octobre 2021. Alors donc, je disais, dans le contexte de cette forte mobilisation à la fois des chercheurs, des chercheuses et de leurs institutions, ce colloque a eu pour objectif très resserré par rapport à tout ce qu'il était possible de faire, de proposer un espace de rencontre, de discussion et de partage de résultats
un peu plus d'un an après le début de la pandémie, et il a été imaginé dès le printemps 2020 avec l'espoir que nous pourrions l'organiser et le mettre en œuvre, ce qui est le cas. Nous l'avons conçu donc avec de nombreuses institutions et de nombreux collègues. D'abord, toutes les institutions que nous avons mobilisées au sein de cette plateforme en sciences humaines et sociales de la santé, dont évidemment au premier chef le CNRS, mais aussi l'INED, le PHE, le HESS, l'Université Sorbonne Paris-Nord, le HESP, le CNAM. Nous avons aussi coordonné le programme en compagnie de notre collègue Rémi Slama, directeur de l'Institut thématique santé publique de l'INSERM, avec le réseau national des maisons des sciences de l'homme et enfin avec l'Institut Covid ad memoriam. Voilà, donc beaucoup de faits se sont penchés sur le programme de ce colloque, dont l'ambition, je le disais, est resserrée autour du contexte français, non pas pour signifier implicitement que le contexte et la dimension internationale de la pandémie sont sans importance, bien au contraire, mais parce que l'analyse du contexte français requérait déjà un temps dédié et que cette dimension internationale fera l'objet, dans le contexte de la plateforme, d'actions ultérieures. Et puis, nous avons souhaité aborder l'analyse de ce contexte français, en particulier sous l'angle du travail de documentation et de description qui a été fait depuis plus d'un an donc par les différentes disciplines et les chercheuses et les chercheurs en sciences humaines et sociales. Alors, il s'organise en 4 moments et vous allez entendre des collègues qui interviendront en particulier lors du premier moment, mais aussi du dernier moment, en 4 moments clés, 4 sessions qui nous ont semblé être vraiment des axes structurants de ce travail d'analyse, de description et de documentation. Le premier moment s'intitule « Le savant et le politique », bien sûr en référence au travail de Max Weber, et il est dédié à l'analyse de la gestion politique de la crise et de ses effets éventuels sur la vie démocratique et sur les institutions de la démocratie. Le second moment est consacré aux impacts et aux enjeux à la fois sanitaires et démographiques de la pandémie. Bien sûr, il analysera toute la problématique autour de la mortalité induite par la pandémie, mais nous avons souhaité ouvrir en direction évidemment des autres conséquences et implications de la pandémie sur le plan sanitaire, donc concernant les autres pathologies, la prise en charge d'autres problèmes de santé. Le troisième moment s'intéresse à ce que nous avons appelé la vie ordinaire en temps de pandémie, la vie des citoyennes et citoyens de tous âges, des enfants à la vieillesse, à l'école, au travail, à la maison, dans les espaces publics, dans les pratiques sociales et l'accomplissement de certains rites, comme les rites religieux. Et puis, en nous intéressant à la fois aux individus, mais aussi aux familles et aux groupes sociaux. Et puis, le dernier temps de ce colloque porte sur ce que nous avons appelé les angles morts de la crise et les effets indirects de la pandémie, où nous avons souhaité aborder des questions et des enjeux qui sont apparus assez tardivement, en fait, dans le traitement pédiatrique, dans l'attention politique qui pouvait y être portée, ou encore pas du tout. Cela permettra donc de mettre en évidence des implications de cette pandémie et de sa gestion depuis un peu plus d'un an, qui sont peut-être moins sur le devant de la scène, notamment à l'égard de certains groupes sociaux, de certains âges de la vie, de certains droits et de certaines situations sociales. Voilà, ce colloque sera enregistré et mis en ligne sur le site de la coordination sur les crises sanitaires et environnementales et donc disponible pour écoute a posteriori. Et je tiens à souligner pour conclure que je remercie tous les collègues qui vont y participer, mais ils sont comme l'arbre qui cache la forêt et ce colloque voilà, est une manifestation qui voilà, entraînera, j'espère, dans son sillage beaucoup d'autres présentations publiques des résultats de recherche parce que, encore une fois, cette communauté en sciences humaines et sociales s'est beaucoup mobilisée et continue à le faire sur un temps peut-être plus long que celui de l'urgence pour analyser les effets de cette pandémie et de sa gestion politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. On vous retrouve tout à l'heure pour les questions avec les journalistes. Et je vais maintenant demander à Luc Berlivet de nous rejoindre.
Donc Luc Berlivet, qui est politiste et historien de la santé publique au CNRS, membre du laboratoire CERMES 3, Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société. Luc, vous avez votre micro qui est désactivé. Voilà, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Excusez-moi, Luc, votre micro semble encore désactivé. Alors. Est-ce que vous pouvez l'activer de votre côté? Non, c'est... Bon, peut-être que vous pouvez essayer de vous déconnecter, de vous reconnecter. En attendant, on va peut-être inverser l'ordre des 2 premières présentations et demander à Stéphanie Ruffy de nous rejoindre. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend, oui. D'accord, donc alors, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous parler du point de vue de la philosophie des sciences, d'une caractéristique très intéressante de la période qu'on a vécue et qui a été très largement soulignée, c'est une accélération sur plusieurs plans du processus de production des résultats scientifiques. Donc, accélération du processus de production des résultats eux-mêmes, de validation par les pairs, et également accélération de processus de diffusion des résultats scientifiques, à la fois entre chercheurs et également dans la sphère non académique, dans la sphère publique. Alors, d'où ce vocable de sciences urgentes dans le titre de mon intervention la semaine prochaine. Alors, on dispose désormais d'un certain nombre d'études qui quantifient en quelque sorte cette accélération. Il y a bien sûr des considérations de volume de publication, mais plus intéressant du point de vue de la philosophie des sciences, c'est d'autres caractéristiques, par exemple le recours accru à des serveurs de prépublication qui permettent de diffuser des résultats de façon plus rapide avant la fin de la procédure habituelle de validation par les pairs. Et donc là, on voit un changement, pas seulement de rythme, mais un changement de nature de ce qui s'est produit pendant cette crise. Et puis aussi, on a pu observer et quantifier un raccourcissement des délais de publication et donc d'évaluation par les pairs. Juste pour vous donner un chiffre, sur la plateforme PubMed, des études ont montré que le délai médian d'acceptation d'un article sur le Covid dans la première période de 2020 était de 6 jours, et on peut comparer ça avec le délai médian d'acceptation d'un article sur le virus Ebola il y a quelque temps qui était 15 jours, et le délai standard si vous écrivez un article sur les maladies cardiovasculaires, c'est 102 jours. Donc, on a vraiment une accélération extrêmement marquée du processus de validation par les pairs. Et donc, la question centrale qui n'a pas manqué d'être posée à de multiples reprises ces derniers mois, c'est cette accélération, quel impact cela a eu sur la fiabilité, sur la qualité des résultats? Autrement dit, cette accélération, est-ce qu'elle s'est faite au détriment du respect des exigences de l'intégrité scientifique, c'est-à-dire des bonnes pratiques en matière de production des résultats scientifiques et de validation des résultats scientifiques? Autrement dit, est-ce que cette accélération, est-ce que, disons, les mécanismes autorégulateurs de la science qui assurent la fiabilité et l'objectivité des résultats produits, est-ce que ces mécanismes autorégulateurs ont changé de nature ou seulement de rythme? Alors comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors, au-delà on peut dire, d'une surinterprétation de quelques événements médiatiques qui n'ont échappé à personne ces derniers mois, on peut regarder ce qui se passe, par exemple, de façon quantitative en matière de rétractation des articles. On peut considérer que la rétractation des articles dans les revues est un bon indicateur d'un éventuel impact négatif sur la fiabilité des résultats produits. Alors, il y a des études qui se sont penchées sur cette question. Y a-t-il plus de rétractation sur les articles concernant publiés rapidement, ce qui reflèterait donc un affaiblissement de ces mécanismes autorégulateurs et qui montrerait qu'on a sacrifié, pour dire les choses un petit peu trivialement, qu'on a sacrifié la qualité
à la pression de l'urgence. Alors, à l'heure actuelle, il y a pas mal d'études existent, hein, j'en parlerai la semaine prochaine, mais il est, à mon sens en tout cas, trop tôt pour tirer des conclusions solides. Pourquoi? Parce qu'il y a de vraies difficultés méthodologiques à analyser ces phénomènes de rétractation d'articles. D'abord parce qu'il faut distinguer les rétractations d'articles qui sont des opinions scientifiques plutôt que des articles qui ont passé le filtre des pairs. Et surtout, un point intéressant que souligne un certain nombre d'études, c'est que peut-être qu'il y a plus de rétractations proportionnellement parce qu'il y a les articles parlant du Covid ont été l'objet d'une attention plus soutenue, ont été scrutés de façon plus intensive, étant donné les enjeux en matière de santé publique. Donc, il y a peut-être plus de rétractations, mais simplement parce que ces articles ont été davantage mis sur le grill qu'un article qui parle d'un sujet ayant moins de répercussions immédiates en matière de santé publique. Donc, c'est à mon sens une question empirique ouverte. Et donc, du point de vue de l'intégrité scientifique et de la philosophie des sciences, on va en quelque sorte attendre encore un peu que la poussière retombe et que ces études empiriques se solidifient pour pouvoir en tirer des leçons solides. Entre-temps, j'aborderai la semaine prochaine 3 autres questions qui me semblent tout à fait centrales et je voudrais donc vous les présenter brièvement ici. Première question, si l'on considère que les questions de bonne pratique en sciences, d'intégrité scientifique touchent toutes les dimensions du métier de chercheur aujourd'hui et pas seulement ce que fait le chercheur quand il est dans son laboratoire, mais également ce que fait et comment s'exprime le chercheur quand il est sur un plateau télé ou qu'il répond à une interview ou qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux. Donc, il me semble tout à fait crucial d'élargir le périmètre des considérations d'intégrité scientifique à toutes les dimensions du métier de chercheur et en particulier à la prise de parole dans l'espace public du chercheur. Et là, on sent tout de suite une tension intéressante à explorer pour le philosophe des sciences, qui est la suivante. En général, même quasiment tout le temps, la prise de parole dans l'espace public des chercheurs, elle est individuelle. C'est Monsieur X qui est sur le plateau de télé, Madame Y qui répond à tel ou tel journaliste ou qui est interviewé. Donc, c'est une prise de parole qui est non filtrée par les pairs, en contraste avec la production collective et filtrée par les pairs, qui est de règle dans les communautés scientifiques. Alors, cette question est aussi intéressante parce qu'on voit qu'elle touche directement aussi à la question de la liberté d'expression du chercheur dans l'espace public. Y a-t-il des limites à envisager à cette liberté d'expression au nom de la qualité épistémique du débat public? Et ça, il me semble que c'est une question qui rentre dans le périmètre des considérations sur l'intégrité scientifique, des considérations d'intégrité scientifique, tout autant que la question de la reproductibilité d'une expérience ou du contrôle des données, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, du point de vue de l'intégrité scientifique, est encore très largement à construire en matière de standards, ni consensuel, ni stabilisé en matière de standards, ce que sont ou ce que devraient être les bonnes pratiques des chercheurs quand ils prennent la parole dans l'espace public. Je n'ai pas regardé l'heure du tout, mais faites-moi signe si j'ai tout. Donc, une deuxième question très, très rapidement qui découle de la première, c'est qu'on a assisté aussi pendant cette période de crise à une multiplication des prises de parole individuelles dans l'espace public qui a eu pour conséquence de rendre visible, de rendre transparent en quelque sorte les dissensus au sein des communautés scientifiques. Et donc, une question qu'aborde aujourd'hui la philosophie des sciences, c'est est-ce que cette visibilité accrue dans l'espace public du dissensus entre chercheurs, est-ce qu'elle est souhaitable, est-ce qu'elle est bénéfique, ou est-ce que l'expression publique d'un consensus est préférable de la part des communautés scientifiques, même en temps de sciences urgentes, et d'autant plus que ces prises de parole publiques, comme le dit mon collègue de l'ENS, Mathias Girel, ces prises de parole ont des effets sanitaires extrêmement concrets. Et enfin, troisième question que je voudrais évoquer rapidement aujourd'hui, que je reprendrai la semaine prochaine, c'est que cette notion de science urgente, elle renvoie également à la question de la légitimité d'un pilotage thématique très fort de la recherche. On a tous vu, et tous les grands organismes, l'ANR, ont participé à cette tendance.
beaucoup de moyens ont été concentrés à court terme sur des sujets en rapport avec le Covid. Des chercheurs ont quitté leur sujet d'étude pour aller travailler sur ces questions-là. Alors, ce n'est pas la première fois dans l'histoire, bien sûr, que ça se passe comme ça. Il y a un parallèle bien connu avec le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qui est intéressant du point de vue de la philosophie des sciences, c'est que dans le monde d'après, comme on dit, ce monde d'après ne sera pas dépourvu de priorités thématiques fortes, même si les échelles de temps seront peut-être un tout petit peu plus souples. Songeons par exemple évidemment à l'adaptation au changement climatique. Et donc, il est essentiel du point de vue de la philosophie des sciences d'évaluer, donc d'avoir un discours, d'évaluer le succès en termes épistémiques de ce pilotage thématique renforcé pour savoir si c'est un mode de pilotage que l'on peut justifier dans le monde d'après, étant donné encore une fois que ce monde d'après ne sera pas dépourvu ou n'est pas dépourvu, on le sait, de priorités tout aussi fortes que celles que l'on a pu rencontrer pendant cette crise. Et je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup Stéphanie. On vous retrouve tout à l'heure pour les questions des journalistes. Et on va essayer de redonner la parole à Luc Berlivet, qui est normalement connecté. Donc, je vous dis à tout à l'heure, Stéphanie. Luc, est-ce que cette fois, le micro fonctionne? Alors, non, on ne vous entend pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. On peut faire une dernière tentative si vous voulez. C'est parfait, on vous entend cette fois. C'est revenu. Je ne sais pas ce qui a changé, mais c'est revenu. En tout cas, de mon côté, il n'y a absolument rien qui a changé. La chance peut-être est revenue joue pour nous. Bon, je vais aller très très vite. Je voulais malgré tout vous remercier d'être venu nous écouter et je vais essayer de présenter très rapidement quelques éléments au moins de la communication que je vais présenter avec mon collègue Jean-Paul Gudillère du CERMES 3 au colloque de la semaine prochaine, laquelle s'inscrit dans le cadre d'une réflexion collective plus large qui est née d'une observation partagée par un nombre croissant de collègues des sciences sociales de la santé, sur laquelle santé et crise semblaient déjà faire bon ménage, et ce, bien avant le début de la pandémie de Covid-19. La pandémie en cours ne constitue évidemment pas la première crise sanitaire de ce type. Et il se trouve d'ailleurs que le terme même de crise est associé à toute une série de processus et d'événements spécifiques à ce domaine. On peut penser à la thématique de la crise de l'innovation pharmaceutique, par exemple, ou ayant des répercussions, une résonance particulière dans ce champ. La crise de l'objectivité, la crise de l'expertise, il suffit de songer aux effets, à l'importance plus exactement de la problématique des conflits d'intérêts dans le domaine de la santé. Alors on peut débattre à l'infini de la qualification de crise accolée à ces événements ou à ces transformations de plus longue durée, voire même de la réalité des faits désignés sous ce terme. Mais mes collègues du CERMES 3, donc le centre de recherche en sciences sociales de la santé auquel j'appartiens, et moi-même, étions néanmoins saisis, littéralement, par la multiplication des occurrences et surtout des déclinaisons du terme de crise dans nos champs de recherche respectifs, bien au-delà de la seule reprise des syntagmes déjà anciens du type crise de l'État-providence, etc. Des débats se développaient, par exemple, dans certains pays européens et nord-américains sur la crise de la régulation professionnelle en médecine, et ce, depuis le début du XXe siècle sans doute, mais avec une intensité nouvelle. Et c'est pourquoi, vers 2017-2018, nous avions décidé de faire de la crise, ou plus exactement des crises de la santé, le thème central de notre projet de recherche collective, le fil rouge, en quelque sorte, de notre réflexion collective pour les 5 prochaines années. Plutôt que de congédier purement et simplement cette notion de crise au nom de son irréductible polysémie, de quoi on parle, et de son statut qui est presque nécessairement infraconceptuel, nous voulions au contraire documenter et analyser la co-occurrence, la coalescence,
voire l'imbrication de ou la synergie entre des situations désignées comme constituant des crises, cette qualification, parfois contestée, apparaissant comme importante, voire même essentielle parfois aux yeux de tous ou partie des acteurs mobilisés. Des crises dont la temporalité, les modalités et la généalogie supposée étaient par ailleurs très différentes. Et l'une des questions essentielles qui s'est posée à nous à la fin de l'hiver de 2020, au moment où l'épidémie de Covid-19 a pris la dimension que vous savez, c'était de savoir si, de par sa magnitude, cette crise sanitaire n'allait pas transformer en quelque sorte tout et bouleverser le domaine de la santé au point d'ôter toute importance ou presque à certaines situations qui avaient précédemment été qualifiées de critiques, de fondamentales. Mais ce n'est pas une question que nous sommes posées tant au plan théorique, hein, si on veut, que dans le cours d'enquêtes empiriques, d'enquêtes collectives que nous avons lancées à partir du printemps 2020, voire même dès la fin de l'hiver, sur toute une série de thèmes et à propos de formes de savoir, j'y viens, très différentes, qui ont joué un rôle central, un titre ou un autre, au cours de la pandémie, hein, dans des espaces ou des sous-secteurs, si vous préférez, de la médecine et de la santé, interdépendants, mais malgré tout très dissemblables, enfin, fonctionnement selon des règles différentes. Alors, pour simplifier, l'on pourrait dire que ces espaces sont au nombre de 3. La clinique, évidemment, en particulier la clinique hospitalière, en tout cas au cours des premiers mois de l'épidémie. Et ici, l'objet du savoir syncrétique du clinicien, c'est d'abord et avant tout l'établissement d'un diagnostic, bien sûr, même s'ils utilisent aussi des tests, on y reviendra, et d'un éventuel prognostic, sans même, enfin, à quoi il faut ajouter évidemment les critères de tri au sens large dans le traitement des patients. Même si la question des critères de preuve de l'efficacité thérapeutique des molécules à la disposition des cliniciens s'est posée ô combien. Suffit de songer évidemment à la controverse sur l'hydroxychloroquine et ses nombreuses ramifications sur lesquelles j'ai un peu travaillé avec Ilana Levine notamment. Alors, la santé publique, ensuite, deuxième champ, la gestion populationnelle d'une épidémie, qu'il s'agit de modéliser, hein, pour saisir l'évolution, y compris au sens darwinien du terme, sans mauvais jeu de mots, et ce, par des moyens qui sont cette fois-ci statistiques, voire proprement mathématiques. Et c'est une forme de savoir à laquelle je me suis particulièrement intéressé avec des collègues du CRMS 3. Et ici, la crise du Covid-19 intervenait dans un univers qui était déjà facilement décrit, ou le diagnostic qui était émis très, très régulièrement était celui d'une crise, mais au sens de situation chronique. La santé publique française, son organisation, ses méthodes, le type d'émulation qui peut exister au sein de ce champ en France étant souvent décrié, ou en tout cas mis en question. Et enfin, un troisième domaine, la biomédecine, hein, le travail en laboratoire, qui s'appuie sur une forme de savoir combinant biologie moléculaire et bioinformatique, on l'oublie parfois. L'enjeu n'étant pas justement seulement uniquement de produire un test, hein, ou en réalité plusieurs types, mais d'assurer une montée en charge tout en constituant un dispositif sociotechnique extrêmement complexe associant des laboratoires fort différents, reliés, interreliés, ce qui est censé fonctionner comme ce que les sociologues et historiens des techniques appellent une seamless web, une toile sans couture, et ce, en particulier, dans ce cas précis, en tout cas, grâce à des bases de données auxquelles nous n'avons peut-être pas accordé l'importance qu'elles méritent. Vous voyez, par exemple, les difficultés de suivi des variants du SARS-CoV-2 en France, qui sont au moins en partie liées à l'insuffisance des métadonnées ou difficulté à renseigner les métadonnées utiles pour les épidémiologistes. Voilà, donc ce sont ces questions que je vais aborder avec Jean-Paul Godillère lors du colloque de la semaine prochaine. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, je suis tout prêt à essayer de vous en dire un peu plus dans
pense qu'on en arrivera aux questions. Merci beaucoup, Luc. On vous retrouve tout à l'heure donc pour les questions et je vais inviter Stéphanie Hennette-Vaucher à nous rejoindre. Donc, Stéphanie Hennette-Vaucher, juriste à l'Université Paris-Nanterre. Elle est membre du Centre des théories et analyses du droit. Voilà, je vous laisse la parole, Stéphanie. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais parler la semaine prochaine au colloque de la question du mode de gouvernement de la pandémie et en effet m'intéresser donc à l'état d'urgence sanitaire comme forme spécifique de gouvernement, et la raison pour laquelle j'ai intitulé mon intervention Acte 2, c'est que l'objet de ma réflexion, c'est de placer la réflexion sur l'état d'urgence sanitaire qui est en vigueur depuis mars 2020 dans une continuité avec l'autre état d'urgence, l'état d'urgence antiterroriste ou l'état d'urgence sécuritaire sous lequel on a vécu pendant près de 2 années, entre le 14 novembre 2015 et le 1er novembre 2017. Alors, il me paraît important d'insister sur cet élément de continuité pour plusieurs raisons. D'abord parce que sur un plus pur plan factuel, il est important de souligner qu'on a vécu 40 des 68 mois écoulés depuis novembre 2015 sous état d'urgence. Donc l'état d'urgence s'impose d'une certaine manière comme une nouvelle normalité politique, et il me semble important d'interroger cette permanence inédite de l'état d'urgence au rang des modes de gouvernement. Et il me semble que cette permanence, elle mérite en effet d'être interrogée sur le fondement d'une hypothèse, somme toute, assez basique, puisqu'on peut dire qu'il y a fort à parier qu'on ne gouverne pas impunément par l'état d'urgence. En effet, l'état d'urgence, comme forme juridique, n'est pas une parenthèse qu'on referme une fois la crise passée. En d'autres termes, on ne revient pas après un état d'urgence exactement au statu quo ante. Bien au contraire, l'expérience prouve que l'état d'urgence tend à être normalisé, c'est-à-dire à se mêler au droit commun, à y laisser des traces. Et elle prouve aussi, l'expérience, qu'un état d'urgence, ça se diffuse, ça se dissémine dans l'ordre juridique par un effet de contamination. Donc, on déclenche un état d'urgence pour faire face à une situation de crise terroriste ou pandémique, mais en réalité, ce qu'on observe, c'est qu'il déploie ses effets bien au-delà de ses objectifs spécifiques dans l'ensemble de l'ordre juridique. Donc, je voudrais insister, en réfléchissant sur l'état d'urgence sanitaire, donc, à cette banalisation, cette normalisation de l'état d'urgence comme forme de gouvernement, d'autant plus que non seulement cette banalisation crée un effet de brouillage des catégories centrales du politique, qui me paraît important, et aussi parce que cette forme état d'urgence est d'ores et déjà mobilisée, ou en tout cas présente sur le plan rhétorique, dans la manière dont sont appréhendées les crises de demain, ou celles qui en réalité sont déjà là. Et je pense par exemple à la manière dont le secrétaire général de l'ONU a d'ores et déjà appelé l'ensemble des États à déclencher un état d'urgence climatique par rapport à la question climatique. Donc ça, c'est un peu le sens général de mon intervention. Alors voilà, on a ici que quelques minutes. 2-3 points peut-être de déclinaison de cette idée générale. D'abord donc cette idée que les états d'urgence tendent à être normalisés. Ça, il y a un certain nombre de manières dont on peut le montrer. Quand on travaille sur la continuité entre état d'urgence terroriste 2015-2017 et état d'urgence sanitaire depuis 2020, ce qu'on voit en effet, c'est qu'il est très difficile de lever un état d'urgence, et on peut en prendre comme seul exemple la toute dernière loi du 31 mai 2021 qui s'intitule Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, qui est présentée comme
ayant levé l'état d'urgence. Mais en réalité, quand on regarde ce texte, le gouvernement continue de disposer, sous l'empire de cette loi, de la plupart des pouvoirs dont il disposait sous l'état d'urgence sanitaire plein et entier de mars 2020. Et donc, en réalité, c'est un processus de sortie, mais on reste véritablement dans un régime de gouvernement, je pourrais détailler les pouvoirs, hein, qui est tout à fait exceptionnel. Donc on voit qu'en réalité, c'est très difficile de lever un état d'urgence. Ce qu'on voit aussi, et c'est une deuxième illustration de la normalisation, c'est que même quand ils finissent par être levés, les états d'urgence laissent des traces. Et là, évidemment, le cas d'école, c'est la loi SILT, la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, puisque en 2017, pour lever l'état d'urgence terroriste qui avait été en vigueur pendant 2 ans, il a fallu voter une nouvelle loi antiterroriste qui est entrée en vigueur la veille de la fin de l'état d'urgence et dont l'objet même était de transposer dans le droit commun 4 des mesures phares de l'état d'urgence sécuritaire ou antiterroriste. Donc ça, c'est quelques illustrations de la normalisation. On peut donner ensuite quelques illustrations de cette idée de contamination. L'état d'urgence qui se diffuse, qui se dissémine dans l'ensemble de l'ordre juridique. Et ça, on peut l'illustrer d'une part en montrant qu'en réalité, un état d'urgence, il n'est que très difficilement cantonné. Il a toujours tendance à sortir de son lit, c'est-à-dire qu'on va déclencher l'état d'urgence face au terrorisme ou face à la pandémie. Et ce qu'on observe, c'est que les pouvoirs spéciaux d'urgence sont utilisés en réalité bien au-delà de ces objectifs-là. Donc, on peut donner beaucoup d'exemples. Entre 2015 et 2017, par exemple, l'état d'urgence, comme forme juridique, a été utilisé pour la gestion de la situation migratoire à Calais, par rapport au mouvement Nuit debout, etc. Enfin, on a de multiples exemples de la manière dont l'état d'urgence sort de son lit. Et puis, la deuxième illustration de cet effet de contamination, c'est que l'état d'urgence, quand il est en vigueur, il va entraîner en fait des modifications très profondes du droit existant. Et là encore, des illustrations qu'on peut donner en prenant appui par exemple sur l'état d'urgence sanitaire, c'est par exemple la centaine d'ordonnances qui a été adoptée pour adapter le droit à la situation de crise pandémique et qui pose aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur la mesure dans laquelle il va s'agir vraiment de mesures temporaires qui ont vocation à disparaître ou non. Et on peut citer aussi, sur un plan plus local, la manière dont, notamment le premier confinement généralisé de la population de mars à mai 2020 a été accompagné par un nombre absolument incalculable de mesures d'aggravation au niveau local qui a véritablement emporté des redéfinitions considérables de l'ordre public, puisqu'on a vu toutes sortes de mesures, interdiction de cracher, interdiction de s'asseoir sur un banc, interdiction de la position statique, etc. Alors, pour conclure, en fait, il me semble que l'enjeu du travail sur la mise en continuité des 2 états d'urgence et ses effets de normalisation et de contamination, c'est de comprendre tous les brouillages qui s'en suivent dans la compréhension qu'on a de la démocratie. Alors, bien sûr, on peut dire que cet état d'urgence, il entraîne déjà une forme de redéfinition à bas bruit du régime politique. Alors, si on se concentre sur l'exemple français, qu'est-ce qu'on va voir? On voit une tendance à la neutralisation des contre-pouvoirs, on voit un encouragement de la présidentialisation, voire même l'hyper-présidentialisation du régime, une minoration du Parlement, on voit aussi des formes de paralysie du contrôle juridictionnel. Mais bien au-delà, en fait, et sur un plan beaucoup plus conceptuel, on voit que l'état d'urgence contribue à brouiller la distinction entre la norme et l'exception. Et on n'en a pas de meilleure preuve que l'intervention télévisée du chef de l'État le 14 octobre, le 14 octobre 2020, puisque le matin même, en Conseil des ministres, un décret remettant l'état d'urgence plein et entier en vigueur avait été adopté. Et le soir, dans son intervention télévisée, le chef de l'État fait l'économie de toute référence à l'état d'urgence. Il se contente de parler d'un couvre-feu. Et c'est un peu le point ultime de la banalisation, c'est-à-dire qu'on n'informe même plus la population du fait qu'on rebascule sous un régime d'exception. Mais
au-delà encore, on peut dire qu'il y a un brouillage en fait entre démocratie et régime autoritaire. Et ça, c'est évidemment toutes les questions très importantes qui sont soulevées par la manière dont, au plan international, la forme état d'urgence a véritablement enjambé les typologies classiques entre régimes politiques. Et c'est ainsi qu'on voit la manière dont la réaction chinoise était analysée en Occident au mois de janvier-février 2020 comme évidemment emblématique d'un régime non démocratique, et la manière dont en fait tous les régimes démocratiques se sont, dans les semaines et les mois qui ont suivi, ont emboîté le pas en réalité à la situation chinoise. Donc voilà, ce travail d'analyse de l'état d'urgence comme forme de gouvernement face à la pandémie et la mise en continuité avec l'expérience précédente amène à une grande vigilance et une grande méfiance par rapport à l'ancrage rhétorique de cette forme de l'état d'urgence par rapport aux crises de demain. Voilà en quelques mots l'essentiel de ce que j'essaierai de dire la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ces quelques mots de mise en bouche. Je vais inviter maintenant Romain Pasquier à nous rejoindre et on vous retrouve, Stéphanie, pour les questions des journalistes tout à l'heure. Donc Romain, je vous laisse la parole. Vous avez votre micro qui est désactivé. Oui, je pense que c'est bon là. Vous m'entendez? Ok, donc je vais vous présenter effectivement la communication que je vais donner en début de semaine prochaine. C'est une présentation qui essaye d'interroger, comme son titre l'indique, Jupiter à nu, la République décentralisée face à la crise sanitaire, qui essaye d'interroger les relations État-collectivité territoriale à la lumière des différents épisodes, confinements de cette crise pandémique. Alors, on l'a vu, cette crise agit comme un révélateur. De mon point de vue, notamment si on considère les relations État-collectivité territoriale, on ne découvre rien avec cette crise sanitaire. Elle va révéler, au sens quasi chimique du terme, les caractéristiques organisationnelles, institutionnelles, sociopolitiques des relations centre-périphérie en France. Donc à partir notamment de deux études de cas qui est les ratés dans la mobilisation des laboratoires départementaux vétérinaires, mais aussi la guerre des masques qui a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport Bâle-Mulhouse entre l'État et ses différentes composantes et des collectivités territoriales. J'essaye de tracer un certain nombre d'évolutions sur la gouvernance publique à la française contemporaine. Alors, quels sont les 4 points clés finalement de mon intervention de la semaine prochaine? Premier point, on a assisté finalement, et c'est très bien montré dans un livre récent d'Olivier Boraz et de quelques autres, dans un livre qui s'appelle Covid-19, une crise organisationnelle, on a assisté à une centralisation tout à la fois désarticulée et bureaucratique dans sa relation aux acteurs territoriaux. Donc la centralisation est présente, il y a même une hyper-centralisation de la décision autour du président de la République et de ses équipes, mais dans sa mise en œuvre, on observe que l'État s'est très largement désarticulé ces 20 dernières années. Notamment l'agencification de l'État pèse très lourdement sur à la fois les lignes hiérarchiques, le processus décisionnel, la lenteur de la mise en œuvre. Et on assiste très clairement à des compétitions aujourd'hui entre différents segments de l'État.
J'en veux pour preuve les relations très difficiles entre les préfets et les directeurs d'ARS, notamment lors du premier confinement, dans les premières semaines de la pandémie. On assiste aussi à une prolifération bureaucratique, c'est-à-dire des protocoles de respect des règles à l'échelle locale qui vont se matérialiser à travers des dizaines de pages de préconisations, notamment sur les écoles, notamment dans les EHPAD. Bref, une centralisation qui renvoie, je l'expliquerai, au modèle napoléonien d'administration publique, qui tend à s'affadir aujourd'hui au profit d'une agencification et d'une bureaucratisation de l'action publique centralisée. Deuxième idée, on a assisté à l'inverse à une décentralisation réactive, mais parfois désordonnée. Très vite, les collectivités territoriales se sont mobilisées, on l'a vu sur les masques, on l'a vu sur les tests, on l'a vu sur la vaccination, elles ont cherché à anticiper les lenteurs constatées des différents segments de l'État. Et donc, sur l'aide aux plus démunis, sur l'aide alimentaire, sur la production de masques, sur la mobilisation des entreprises, on a vu les collectivités territoriales extrêmement mobilisées. Il y a beaucoup d'exemples, à la fois les villes, notamment sur l'aide aux plus démunis, les régions sur le développement économique, sur l'aide économique, notamment au tissu des TPE et des entreprises intermédiaires. Donc, une décentralisation réactive, mais parfois désordonnée. C'est-à-dire que là aussi, on a vu une prolifération d'initiatives, parfois, souvent redondantes sur les masques, sur l'aide aux entreprises, comme si les défaillances de l'État généraient une suractivité des acteurs décentralisés et sans principe de coordination. Troisième idée, au-delà des acteurs institutionnels, on a vu des systèmes territoriaux en action, c'est-à-dire sur toute une série de problématiques posées par la pandémie, comme encore une fois les masques, l'aide alimentaire, le soutien aux entreprises, le soutien aux étudiants. On a vu des acteurs territorialisés se mobiliser, la société civile finalement tenir dans l'attente d'une normalisation des activités sociales et politiques, et dans la mesure où l'État semblait, en tout cas certains segments, dans une situation de sidération et de grande lenteur face aux différents défis posés par cette crise pandémique, défis d'alimentation, défis de prise en charge de certains soins basiques pour certains publics vulnérables, gérer les relations entre les familles et les personnes isolées dans les EHPAD, etc., etc. Donc, les systèmes territoriaux, de ce point de vue, ont été innovants, ont permis de combler en partie des formes de bureaucratisation très fortes de l'action publique descendante, incarnée par certains, encore une fois, cas d'études assez caricaturaux. Alors, ce sera quatrième idée, on a, à travers cette crise, une gouvernance multiniveau qui se déploie autour de deux idées. C'est-à-dire que on a vu, et ça c'est l'exception française, toutes les enquêtes d'opinion publique l'ont montré, que on est entré dans cette crise avec une défiance politique forte, bien plus forte que tous les autres pays européens. Je vous renvoie au baromètre sur la confiance politique du Cevipof, bien plus importante que l'Allemagne, que l'Italie et que la Grande-Bretagne, et qu'on en sort
encore plus défiants vis-à-vis de l'action publique. C'est-à-dire que les Français ne sont pas rassurés, c'est le moins que l'on puisse dire, par leurs institutions, par les politiques publiques qui ont été conduites tout au long de cette crise sanitaire. Et deuxième élément de cette gouvernance multiniveau, à côté de la défiance, eh bien les défis de la coopération. On a vu à la fois un État gouverné à distance, très surplombant par la surutilisation de la norme, la surutilisation des appels à projets, la surutilisation de procédures extrêmement bureaucratiques, et de l'autre, une décentralisation quelque peu inachevée, très réactive, et en même temps reposant sur une armée mexicaine d'acteurs parfois confuse. Donc, j'ai envie de dire que cette crise sanitaire met à nu un jupitérisme quelque peu suranné et en même temps assez peu efficient dans la gouvernance de cette crise pandémique. Voilà, je vous remercie et je vous en dirai un peu plus en début de semaine prochaine. Merci beaucoup, Romain. Je vais inviter maintenant l'ensemble des intervenants et intervenantes à nous rejoindre pour les questions. Et je rappelle aux journalistes connectés que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet ad hoc sur votre droite. Je rappelle aussi que Romain Pasquier a un impératif, enfin je rappelle, non, je ne l'avais pas dit, Romain Pasquier a un impératif à 12h15 et va devoir nous quitter un peu plus tôt que les autres intervenants. Donc s'il y a des questions qui s'adressent à lui, je les prendrai en priorité. Donc si Stéphanie, Hélène Vaucher et Marie Gaille peuvent nous rejoindre aussi. En attendant que Stéphanie et Hélène Vaucher réussissent à nous rejoindre, peut-être en quittant la page et en revenant, je vais prendre une question de Camille Gobert de Sciences et Avenir. La confiance des Français était déjà faible envers le gouvernement. Cette crise n'a-t-elle pas également gravement écorné la crédibilité de la parole scientifique? Qui veut répondre? Peut-être Stéphanie Ruffy. Alors il faudrait le mesurer. Je pense qu'il y a des études qui vont le mesurer. Déjà, il y a des études très régulières, que ce soit au niveau européen ou français, qui quantifient, en tout cas, essayent de mesurer la confiance des Français dans les institutions scientifiques et dans les chercheurs. C'est pas la même chose. Ce que l'on peut dire, donc là, moi, j'ai pas là devant moi le résultat de ces études empiriques. Ce qu'on peut dire d'une façon plus générale, c'est effectivement la question que j'avais évoquée dans mon intervention, qui est l'effet de l'exposition du dissensus entre chercheurs. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on peut traiter empiriquement avec des gens, par exemple, qui travaillent en sciences cognitives. Quel est l'impact en termes de formation des croyances, en termes d'opinion? Quel est l'impact de l'exposition à un dissensus des experts scientifiques? Je crois qu'il faut se garder de conclusions trop hâtives sur cette question. Parce qu'il y a deux éléments qui tirent en sens inverse. On vit dans des sociétés aujourd'hui où on n'a pas envie qu'on nous cache des dissensus, qu'on nous cache des débats internes. Donc il y a une exigence de transparence qui est de plus en plus forte dans nos sociétés. Et cette exigence de transparence, il n'y a pas de raison de penser que le monde scientifique y échappe. Moi, je ne suis pas capable à l'heure d'aujourd'hui de vous dire dans quelle mesure cette exigence de transparence à laquelle répond peut-être davantage aujourd'hui la multiplication des prises de parole dans l'espace public des scientifiques,
est-ce qu'elle compense en quelque sorte le désarroi que l'on peut ressentir quand on est exposé à des voix dissonantes de la part d'experts scientifiques? Là, il y a une dimension empirique à explorer sur cette question. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des éléments de réponse à apporter à cette question? Je ne sais pas si Luc Berlivet, Marie Gaille, vous avez des choses à dire sur ce point? Ce n'est pas à proprement parler une réponse à cette... Enfin, plus exactement, j'espère un élément de réponse, mais pas nécessairement de la continuité immédiate du propos de Stéphanie Ruffy. C'est que cette idée de français face à l'institution scientifique ou à des chercheurs, elle masque la multiplicité des modalités d'engagement avec un savoir scientifique et en l'occurrence plutôt médical, et que l'un des points d'entrée, peut-être outre les enquêtes d'opinion, etc., serait aussi de documenter plus précisément, qu'on a pu le faire jusqu'ici, la manière dont différentes associations, différents groupes organisés, pas nécessairement d'ailleurs sous forme associative, différents mouvements, différents communautés en ligne ou autres, ont mobilisé, ont été confrontés à des propos sur la manière, par exemple, de soigner le Covid-19. Il y a énormément finalement de modalités d'engagement avec la science qui sont médiatisées par l'appartenance à des collectifs, des associations de patients sont un cas d'évidence, et elles ont été tout à fait actives pour différentes raisons, y compris dans le débat autour de l'hydroxychloroquine, par exemple. On a vu des militants d'associations de lutte contre le sida qui étaient déjà présentes à l'époque, des groupes interassociatifs ayant été intervenus pour modifier les règles de la recherche clinique, qui se sont à nouveau mobilisés cette fois-ci, de manière non avec une véritable incidence sur le débat. Voilà. Merci. Véronique, si je peux ajouter un élément ou deux, ou tu veux passer à la question suivante? Comme tu veux, je te laisse la parole. Peut-être peut-être ce qu'on pourrait porter aussi au pot de cette discussion sur la parole scientifique, c'est un peu de questionner déjà l'idée d'une parole scientifique au singulier, et tout de suite d'essayer de voir dans quels espaces cette parole est exprimée ou est énoncée ou est diffusée, et peut-être de mentionner l'ensemble des travaux qui sont menés depuis une vingtaine d'années au moins sur tout ce que certains chercheurs ont appelé les campagnes de doute, les questions d'agnotologie, c'est-à-dire en fait toute la manière dont certains intérêts privés ou publics peuvent aussi avoir un intérêt à décrédibiliser le scientifique, la science, etc., et un certain nombre de travaux à travers et des actions qui sont extrêmement organisées et orchestrées, et qui sont en fait donc reliées à un certain nombre de jeux d'intérêt. C'est pas du tout pour défausser et mettre de côté, je dirais, la responsabilité que peuvent avoir certaines figures scientifiques dans la manière dont elles prennent la parole dans l'espace public, mais à l'inverse peut-être resituer aussi cette question dans un espace médiatique de prise de parole qui est aussi traversé par des intérêts privés et publics, encore une fois, à qui bénéficie le fait de cette décrédibilisation, en fait. Et je pense à tous les travaux des historiens comme Proctor, par exemple, sur le cancer des poumons et les entreprises cigaretières, pour donner un exemple concret. Merci beaucoup pour cette remise en contexte. On va prendre maintenant une question de Séverine Maublanc, Newstank, qui demande si on peut rappeler ce que Marie a évoqué au début, en quoi consiste ce colloque de la semaine prochaine, peut-être aussi est-ce qu'il est possible d'y assister.
Oui, alors je vais peut-être répondre à cette question. Donc, le colloque a lieu les 29 et 30 juin. Nous avons adopté une formule hybride. On est très heureux de pouvoir réécouter nos intervenants en présentiel. Donc, le colloque a lieu au campus Condorcet, en présence des intervenants et d'une partie du public. Bon, tout ça est soumis évidemment à la jauge sanitaire. Oui, vous pouvez y assister en vous inscrivant. Il y a une personne à qui il faut écrire qui s'appelle Nicolas Clodon. Vous trouverez les éléments d'information sur le programme du colloque pour y assister en présentiel dans la limite des places disponibles ou en virtuel. Et donc, c'est un colloque qui, je rappelle, qui avait pour objectif de proposer un espace de 2 jours en plénière à un ensemble de chercheurs en sciences humaines et sociales pour partager et discuter de résultats de recherche qui commencent à se consolider un peu plus d'un an après la pandémie, et que nous avons décidé de focaliser sur la situation française et des travaux d'analyse, de documentation et de description. Merci. J'ai mis dans le chat les informations sur une page d'informations sur ce colloque et notamment la personne à qui il faut écrire pour s'inscrire, si les journalistes sont intéressés. On va repasser à une question de Camille Gobert, Sciences et Avenir. L'état d'urgence, y a-t-il des exemples dans l'histoire de mesures d'urgence de ce type qui ont ensuite profondément et irrémédiablement bouleversé le régime politique, ou bien cette évolution est-elle toujours progressive et à bas bruit? Donc des exemples, j'imagine, y compris dans d'autres pays que la France. Stéphanie Hennette-Vaucher, est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter? Oui, bien sûr. Merci pour la question. Alors, est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire si on regarde l'histoire française, justement, ce qui est tout à fait spécifique, c'est cette nouveauté de la permanence du côté réflexe de recourir à l'état d'urgence pour répondre à une situation de crise. Puisque auparavant, l'état d'urgence, disons, grosso modo, sur la période contemporaine, il avait, enfin, son cadre est fixé par une loi de 1955 qui avait été votée pour faire face à la guerre d'Algérie, qu'on ne nommait pas guerre d'Algérie à l'époque, mais événement. Elle a été utilisée 3 fois pendant la guerre d'Algérie, mais de manière relativement ponctuelle, à l'exception d'une utilisation un peu longue en 61. Puis ensuite, ça avait été utilisé en 84 face au mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, en 2005 face à la révolte des banlieues. Mais à chaque fois, c'est des durées, à l'exception de 61, des durées assez brèves. Et donc, il y a vraiment quelque chose de tout à fait nouveau dans l'état d'urgence tel qu'il se donne à voir depuis une demi-décennie, puisque l'état d'urgence terroriste, c'est près de 2 ans. L'état d'urgence sanitaire, on en est à 15 mois, 16 mois à peu près. Et donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau à la fois dans le côté réflexe du gouvernement de recourir à ce régime d'exception et dans le fait qu'il s'ancre dans la durée. Donc, il n'y a pas véritablement dans l'histoire française, en tout cas, de référents historiques immédiatement comparables. En revanche, je ne dirais pas que ces modifications opèrent à bas bruit. C'est assez massif. Enfin, c'est pas quelque chose de discret ou de précis. C'est pas un point de détail que, encore une fois, plus de la moitié du temps qu'on a vécu depuis novembre 2015, on ait été gouverné par un régime exceptionnel. Alors après, on peut porter le regard effectivement au-delà des frontières françaises. Alors évidemment, il y a des pays où notoirement l'état d'urgence a été le mode normal de gouvernement parfois pendant des décennies. Je pense par exemple à l'Irlande, à Israël. Voilà. Alors effectivement, en général, oui, ça crée des effets. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, l'hypothèse de lecture de continuité que j'ai proposée, qui était assez grossière, mais qui est juste de dire on ne gouverne pas impunément par état d'urgence, c'est effectivement c'est une leçon qu'on peut tirer en effet d'un certain nombre d'États où ce mode de gouvernement a été ancré dans la durée. Et en élargissant un petit peu la focale, et j'en termine là,
sans faire référence à l'état d'urgence comme un régime vraiment spécifique, c'est aussi une autre chose qu'on voit dans la réponse des États à la montée en puissance du risque terroriste depuis depuis le 9/11, je ne sais jamais dans quel sens, depuis le 11 septembre 2001, pardon, c'est la multiplication, que ce soit alors aux États-Unis avec le Patriot Act, en Angleterre, en France, enfin dans la plupart des pays, on a des législations terroristes qui se multiplient, qui en général sont votées comme temporaires. Il y a des dispositifs qui sont votés comme temporaires avec des clauses de revoyure, et en réalité, ces dispositifs sont ancrés dans la durée. Donc ça, c'est pas forcément l'état d'urgence comme forme spécifique, mais c'est en tout cas un nouveau mode de réponse des gouvernements à un certain nombre de défis. Et le risque terroriste, il est emblématique de modes de réponse qui donnent le primat à l'exécutif, sont restrictifs des libertés publiques et qui finissent toujours par s'ancrer dans la durée. Et là où il y a aussi un élément de continuité avec la crise pandémique, c'est que dans plus de 100 pays, à partir de février-mars 2020, il a été recouru à des législations d'exception qui peuvent ne pas forcément s'appeler état d'urgence comme c'est le cas spécifique en France, mais on a en réalité ce même type de réponse sur le mode de gouvernement. Merci beaucoup. Une question d'Emmanuel Picot sur le colloque, à nouveau. Est-ce qu'il va donner lieu à des articles ou à des publications, à des actes? Et par ailleurs, est-ce que les chercheurs qui interviennent, les chercheurs et chercheuses, ont-ils déjà publié des articles sur les sujets sur lesquels ils interviennent? Si oui, comment y avoir accès? Alors pour cette deuxième partie de la réponse, de la question, pardon, je précise que vous recevrez un petit dossier de presse avec les biographies des personnes qui sont intervenues aujourd'hui et les publications éventuelles qui vous ont produites sur ces questions. Je laisse peut-être la parole à Marie pour des éléments de réponse sur le colloque et les publications éventuelles. Oui, alors, sur le colloque, nous réfléchirons collectivement après la tenue du colloque pour savoir quelle suite donner à ces 2 jours d'échange en termes de valorisation des travaux scientifiques. Et par ailleurs, ce que je peux déjà vous indiquer, sans du tout prétention à l'exhaustivité, c'est que le site de l'initiative sur de la coordination sur les crises sanitaires et environnementales, qui a été initiée par le CNRS et l'INSERM dès le mois de mars 2020, réunit un grand nombre d'informations bibliographiques, de publications, de vidéos, de webinaires, etc., de ressources en fait que les chercheurs nous communiquent. Donc je vous indiquerai le site dans le chat et bien sûr on n'a pas été en mesure de tenir à jour une veille des publications, mais on a beaucoup d'éléments et notamment une revue de presse qui contient plus de 1500 items pour recensant des publications depuis mars 2020 de collègues de différentes disciplines de sciences humaines et sociales. Voilà, donc je vais vous taper le site et vous aurez un certain nombre d'éléments et de liens vers des ressources bibliographiques et de publications à partir de ce site. Merci Marie. Peut-être que les différents intervenants veulent évoquer des publications à venir dans leur domaine. Romain Pasquier, par exemple, qui doit nous quitter bientôt. Est-ce que vous avez des publications récentes ou à venir sur la décentralisation versus la centralisation à l'épreuve de la crise sanitaire? On vient de publier, ça a déjà été un gros travail, le dictionnaire des politiques territoriales à l'automne dernier, avec 2 collègues et puis quasiment une centaine de contributions. Donc, sur ces questions de centralisation et de décentralisation, effectivement, on a un certain nombre de publications. Et puis, la prochaine publication qui touche au processus de gouvernance et au pilotage de l'action publique, c'est un livre collectif sur les cartes comme au sens de cartographie, les cartes de l'action publique,
comme outil de pilotage. Et Dieu sait si les cartes et les périmètres ont joué un rôle aussi dans cette crise sanitaire. Tout le monde a en tête voilà, les départements en rouge, en vert, etc., etc. Donc voilà, voilà l'actualité. Merci. Luc Bernivet, Stéphanie Ruffy, Stéphanie Annette-Vaucher, si vous voulez ajouter quelque chose sur vos publications. Au revoir, Romain. Oui, vous trouverez dans le dossier de presse, d'ailleurs, les références à quelques publications que j'ai pu faire avec notamment ma collègue Ilana Levy sur la controverse de l'hydroxychloroquine et la question particulière des modalités de discussion de la recherche clinique, y compris en pleine situation de crise pandémique. Avec un autre groupe de collègues du CRMS3 auquel appartenait d'ailleurs aussi également Ilana Levy, on a travaillé beaucoup sur l'usage des tests en France, dans une perspective transnationale, mais en se focalisant sur les logiques relatives à l'utilisation des tests et aux contraintes évidemment qui s'étaient exercées sur cette utilisation, en focalisant l'analyse dans un premier temps sur les 6 premiers mois de la pandémie jusqu'à l'été, et on s'intéressait notamment à modalités d'utilisation clinique et de santé publique de ce test, et aux tensions entre ces différents types d'usages. Et c'est un article qui devrait paraître dans les heures ou sinon les jours qui viennent sur une revue, revue en ligne d'anthropologie de la santé qui s'appelle MAT, Medical Anthropology Theory. Et dès lors que nous aurons le texte, je l'enverrai évidemment au service de presse du CNRS. Merci. Pas de complément, Stéphanie Ruffy, Stéphanie Annette-Vaucher. Non, moi, moi j'ai les publications pertinentes sur les questions d'état d'urgence, etc. Je les ai indiquées dans le dossier de presse, donc j'imagine que les journalistes y auront accès. Peut-être je fais le lien avec l'autre question sur le délai minimal pour analyser l'impact d'un état d'urgence. Il n'y a pas de délai minimal pour analyser l'impact d'un état d'urgence. Et justement, en fait, dans la liste des publications, vous verrez que lorsque l'état d'urgence antiterroriste a été déclenché en novembre 2015, avec un groupe de chercheurs du CREDOF, qui est le Centre de recherche et d'études des droits fondamentaux de l'Université Paris-Nanterre, on a tout de suite enclenché un projet de recherche dans lequel on a analysé l'intégralité des décisions de justice qui ont été rendues suite à des recours, suite à des contestations judiciaires faites par les personnes qui faisaient l'objet de mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence. Et donc, on a fait un travail, notamment en collaboration avec le Défenseur des droits, sur un peu plus de 700 décisions de justice, et qui est vraiment la meilleure approximation possible du contenu, de la nature des mesures qui sont prises sur le fondement de l'état d'urgence. Et donc ça, c'est un travail qu'on a fait au moment même où l'état d'urgence était en cours. Donc il n'y a pas véritablement de délai, et vous verrez que ce travail a donné lieu à un ouvrage qui est paru, je crois, en 2018, qui s'appelle « Ce qui restera toujours de l'urgence ». De la même manière, sur l'état d'urgence sanitaire, en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits tout de suite. Au colloque, il y a d'ailleurs un autre projet de recherche qui s'appelle Localex, qui est piloté par Lisa Carayon, qui sera présenté, et qui travaille justement sur l'importance de toutes les mesures qui ont été prises par les autorités locales, municipales et préfectorales en redondance d'une certaine manière à l'ensemble des mesures qui étaient déjà prises au niveau national, confinement généralisé de la population, etc. Donc, il n'y a pas véritablement il n'y a pas de délai. Je dirais même plus qu'il est important de travailler au moment où ça se produit, parce que si on s'accorde autour de l'idée que j'évoquais, que c'est pas anodin de recourir comme ça et d'installer véritablement l'état d'urgence parmi les modes normaux de gouvernement, je pense qu'il faut justement documenter au plus vite et en temps réel, d'une certaine manière,
l'importance de l'impact sur le fonctionnement des institutions, sur l'altération du régime des droits et libertés, pour véritablement renforcer cette analyse critique de la banalisation de ce mode de gouvernement. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour le moment, mais n'hésitez pas, si vous, les journalistes qui sont connectés, si vous avez des questions, il y a encore temps pour en prendre quelques-unes encore. Peut-être que je peux poser en attendant une question à Marie Gaille, si elle veut bien nous citer quelques exemples d'autres recherches qui seront abordées lors du colloque de mardi et mercredi prochain. Oui, merci Véronique, avec plaisir. Eh bien, alors, on va toujours, je vais citer quelques exemples sans être à nouveau exhaustive. Je voudrais notamment peut-être évoquer un travail collectif qui a été commencé très tôt, dès avril 2020, pour documenter ce qui se passait dans les EHPAD, dans 6 régions de France, et donc qui a mobilisé des groupes de chercheurs qui aujourd'hui se coordonnent pour partager leurs résultats, coécrire, et qui était vraiment mené avec l'ambition de ne pas avoir un point aveugle, comme avec un petit peu le souvenir de la canicule de 2003, où il y avait eu très très peu de documentation de ce qui s'était passé pour les personnes âgées au moment de cette canicule. Dans cette même session, il y a des travaux sur des situations extrêmement précaires, comme celle de migrants, par exemple, en temps de pandémie. Donc ça fait vraiment partie de ces points aveugles qu'on a essayé de mettre en évidence. Dans la session sur les vies ordinaires, il y aura des travaux à la fois quantitatifs et qualitatifs qui donc ont impliqué des enquêtes ethnographiques, mais aussi une documentation démographique, notamment proposée par des collègues de l'INED, l'Institut national des études démographiques, sur la répartition des tâches dans l'espace domestique, école, courses, cuisine, travail, etc. Et une enquête également collective qui a été menée à partir du printemps, notamment par des collègues du CNAM, sur la réorganisation des modalités de travail dans les grandes entreprises, avec la mise en place du télétravail, la manière dont il a été perçu et approprié par les employés de ces entreprises. Nous aurons des travaux dans la deuxième session sur l'impact sanitaire et démographique, notamment sur la question du comptage des décès, qui est en fait une opération d'une redoutable difficulté et qui aussi engendre, parce que les méthodologies de comptage et de collecte en fait des données varient d'un pays à l'autre. Donc il y aura des travaux qui permettront peut-être d'appréhender mieux cette problématique qui est importante, puisque encore récemment il y avait des désaccords assez marqués entre le CEPIDC de l'INSERM et puis les chiffres collectés par Santé publique France. Et on aura aussi donc des travaux sur les formes de prise en charge absentes, bricolées pour d'autres pathologies. Et puis, donc, dans la première session, mais à laquelle il a été effectivement fait une large place dans cette conférence de presse, je peux peut-être mentionner, puisque ça renvoie à la première question qui nous a été posée sur la confiance, en fait, les travaux d'Alexis Spire sur la confiance dans les institutions de l'État et le rapport à la science. Alexis Spire étant sociologue dans un laboratoire qui s'appelle l'IRIS et qui a mené des enquêtes ethnographiques dans 2 régions, l'une très peu touchée, moins touchée en tout cas que d'autres, qui est en Charente, et une au contraire dans une zone extrêmement touchée par la pandémie, en Moselle, donc pour comparer un petit peu ce qui se passait dans les populations sur le plan de cette confiance dans les institutions politiques et scientifiques. Voilà quelques exemples. Merci beaucoup. Bon, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Rien oublié. J'en ai pas manqué. Donc, on va clore cette conférence de presse. Merci à toutes et tous pour votre participation, intervenants comme
comme journaliste. Pour les journalistes, si vous souhaitez approfondir certains aspects, si vous souhaitez des informations sur des recherches qui ont été brièvement évoquées ici, mais qui n'ont pas pu faire l'objet d'intervention, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition pour vous mettre en relation avec les scientifiques concernés. Vous avez eu dans le chat les informations concernant le colloque scientifique de la semaine prochaine, mais vous les retrouverez aussi dans le dossier de presse que vous recevrez dans l'après-midi, ainsi que le lien pour revoir cette conférence de presse. Voilà, n'hésitez pas à me recontacter, et puis bonne journée à tous et à toutes. À bientôt.